OK, là, on a une vidéo produite par TVA Nouvelles. Tu vas voir, c'est bizarre. Eux autres, c'est les maîtres de la désinformation au Canada. Puis ils haïssent Trump à mort. Sincèrement, je me demande qu'est-ce qu'ils ont contre Trump. Si tu le vois d'un point de vue neutre, Trump, il fait des bonnes puis des mauvaises choses. Mais pour eux, chaque chose que Trump fait est toujours mauvais. On se demande s'ils utilisent vraiment leur cerveau à ce point-là. Fait que là, on va aller direct dans une de leurs séances de désinformation. La dernière qui va parler, bien sûr, de l'Iran. Hein? Donald Trump qui se donne 2 semaines pour décider si les États-Unis vont participer ou non à la réplique en Iran. Un délai de 2 semaines, on dirait que c'est son délai préféré. Il me semble qu'il l'a répété à quelques reprises, 2 semaines pour prendre telle décision. Attends un peu, il a pas dit dans 2 semaines. Il a dit à l'intérieur de 2 semaines, il va agir. Il a pas dit dans 2 semaines exactement, je vais agir. Il dit en dedans de 2 semaines, un jour aléatoire, je vais agir. Il va sûrement frapper quand les ennemis seront pas prêts et un peu laisser le temps au monde de réagir à cette information-là, voir s'il va vraiment avoir de besoin de le faire, parce que ça se peut qu'il y ait des très bonnes chances qu'il le fasse pas. Euh, Pourquoi, Michel? Si vous êtes un partisan de M. Trump, vous dites John Kennedy avait pris un délai de 2 semaines pendant la crise des missiles de Cuba et ça a réussi à clarifier la situation. Si vous êtes un adversaire de M. Trump, vous allez dire 2 semaines, ça veut dire dans le langage de Donald Trump, je ne sais pas quoi faire. Mhm. La réalité. Il sait quoi faire. Il a parlé exactement qu'il savait il était où la place qu'il fallait qu'il frappe, le site nucléaire, le genre de bunker underground sous terre. Il sait vraiment il est où. Il peut utiliser un bunker buster qu'on appelle, qui est un missile qui frapperait très profondément puis qui atteindrait à coup sûr cette cible. Mais à cet endroit, il y a des choses nucléaires puis il veut pas nécessairement que ça explose. C'est pourquoi il laisse le temps aux gens de trouver des solutions. Une des solutions qui pourrait être très facile pour eux, c'est d'arriver là, puis de couler du ciment à l'intérieur du trou jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Mais bon, encore une fois, il y a peut-être une coupe de vie en jeu. On s'entend que c'est des ennemis, fait que ça dérange pas trop. Mais bon, le fait de te rendre là, ça va sûrement prendre des militaires qui se battent un peu, puis avoir une couple de personnes qui perdent la vie. Puis ce que Trump il veut, c'est ne pas perdre de vie militaire appartenant aux États-Unis, parce que lui, en tant que président des États-Unis, son rôle, c'est de protéger les Américains. Fait que pour lui, envoyer un bunker buster direct là, ben, c'est un moyen de protéger des vies de ses soldats, tu comprends? Même si ça créerait un petit peu de nucléaire là, lui, son but, c'est de défendre les États-Unis, c'est pas de défendre l'Iran, là. Puis c'est pas que puis les autres pays qui sont autour, ils sont pas capables de rien faire parce qu'il y a juste les États-Unis comme qui sont capables de faire ce bunker buster là. Même les Européens puis tout, ils y agissent pas. Et peut-être quelque part entre les deux, c'est pas une mauvaise chose d'être prudent dans cette situation-là. En même temps, il y a beaucoup de conseils contradictoires qui arrivent aux oreilles du président sur l'Iran. C'est pas nouveau. Il n'est pas le premier président à être dans cette situation-là. Mais vous savez, il y a une expression anglaise, damned if you do, damned if you don't, que ce ne sera pas une bonne chose si vous le faites, ce ne sera pas une bonne chose Mm. si vous ne le faites pas. C'est un peu là-dedans qu'il se trouve. Mais après des discours très forts, la réalité d'aller attaquer l'Iran personnellement, que les États-Unis le fassent, c'est pas juste appui Israël ou d'autres pays qui veulent le faire, c'est un pas si bien. Catherine? On est au parc des Milieux de la Colline à Saguenay. Suivez-moi, il y a mille et une façons de s'amuser. Le parc Milieux de la Colline, la destination préférée des enfants à Saguenay. Oui, effectivement, il marche sur des œufs, je pense. Il est phare d'une résolution du G7 récemment qui a redonné le droit à Israël de se défendre et qui a affirmé que l'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. Je pense qu'il il prend cette pause-là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a des négociations avec ce régime de l'ayatollah en Iran. Et si on dépose ça puis on prend le côté politique, c'est évident que son aile MAGA
ne souhaitent pas une implication majeure des États-Unis dans la guerre en Iran pour plusieurs d'entre eux, puisqu'ils veulent que les... Non, non, non. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent de voir Trump faire le ménage avec les organisations de terreur. Sincèrement, moi-même, je serais heureux de voir les États-Unis se rendre là-bas, puis de faire un beau ménage. Écoute, il y a des gars là, qui s'en vont dans la rue puis qui coupent les cheveux à leurs femmes publiquement. Si une femme a pas son bandeau d'en face, a pas son hijab, elle se fait manger une volée en plein milieu de la rue devant tout le monde sans que pas personne fasse rien. Il y a des choses qu'il faut qu'on règle dans ces pays-là. Puis en plus, oubliez pas que dans le temps, l'Iran avait un roi, il était dans la monarchie, puis que maintenant, il y a un prince qui est descendant de tout ça, puis qui propose d'aller aider avec le conflit. Le monde, il demande au prince de revenir. Fait que Trump, il veut sûrement laisser le temps à ces choses-là d'aller, puis ça, c'est complètement normal. Je pense que ces postes de nouvelles-là sont juste désinformés. Les dollars restent aux États-Unis pour régler les problèmes américains, mais il y a aussi toute l'aile des républicains néoconservateurs qui, eux, veulent une réponse plus musclée, veulent en finir, sont très impliqués dans la politique étrangère, veulent en finir avec le régime de l'ayatollah. Et on l'a dit sur ce panel, hein, c'est un pilier des promesses de Donald Trump. Hein. Il y a l'immigration, mais il y a aussi en finir avec des guerres, des affaires étrangères. Ça a été un pilier sur lequel il a peut-être moins livré. Et là, imaginez-vous si jamais il réussissait à faire, là, on regarde dans le futur, là, on n'est pas là du tout, mais à faire tomber, en plus de réduire les menaces d'armement nucléaire et d'armement en Iran, faire tomber le régime de l'ayatollah et redonner aux Iraniens l'Iran, ben, ce serait un legs historique. On n'est pas là, là. Ouais. Mais je vous dis un peu comment voient les troupes républicaines. Là. Raphaël? Attends un petit peu, là. L'armée du Pakistan, Asmir Munir, recommande Trump pour le prix Nobel de la paix, OK? Ça, c'est du monde du Pakistan, OK? Ça, c'est le chef de l'armée au Pakistan qui propose Trump pour ça, parce que Trump a aidé à régler le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Puis ça, les médias vont pas te le dire. Ils vont dire que Trump, il a pas aidé pantoute dans ce conflit-là. Mais même le chef de l'armée du Pakistan dit que Trump, il a aidé à régler le conflit. Puis il propose même pour un prix Nobel de la paix. Fait que, peu importe ce qu'ils disent, Trump, il a réussi à arrêter une guerre ou il a aidé beaucoup à le faire. Fait que, en ce moment, il est juste là depuis environ 100 jours. Il fait bien sa job. Comment voit ce conflit-là? Ouais. Comment voient les troupes néoconservatrices républicaines. La nuance, elle est extrêmement importante. Parce que faire tomber ce régime-là, n'a-t-on rien appris des 25 dernières années, ne veut pas nécessairement dire qu'on va se retrouver avec une réincarnation à la sauce iranienne de Thomas Jefferson et une extraordinaire constitution libérale. Ça, c'est la première chose qu'on doit... Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être une constitution libérale? Ça peut être une constitution conservatrice, ça peut être une constitution monarchique. Écoute, si le prince revient et qu'ils ont une monarchie, ça serait quand même bien. Puis eux autres qui aiment tant les libérales, ils devraient pousser un peu pour ce prince-là parce que ses parents, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire dans le temps, c'est de laisser enlever l'obligation du hijab, laisser un petit peu les droits pour les homosexuels, puis une couple d'affaires de même. Fait que c'est déjà des personnes un peu libérales. Puis quand tu y penses, il y a sûrement pas beaucoup de monde assez instruit pour prendre la tête en Iran. Mais ce gars-là, qui est un prince, lui, il s'instruit depuis qu'il est jeune pour être capable de le contrôler, ce pays-là, puis de le gérer. Fait que ça serait la personne la mieux placée pour d'être là, on s'entend? doit dire dans le camp isolationniste ou non-interventionniste. C'est dans ce camp-là. Ça mérite, je crois, vraiment d'être souligné. Parce que non pas à une, mais maintenant à deux reprises au cours des 48 dernières heures, il y a Tulsi Gabbard que Donald Trump a choisi lui-même comme responsable, comme directrice des services de renseignement. On la voit présentement à l'écran, qui a passé presque toute sa vie adulte comme démocrate, qui a été appelé à la cause de Donald Trump, qui s'est rallié à la cause de Donald Trump sur son engagement répété et solennel de mettre fin
aux guerres sans fin. Mme Gabbard est allée dire publiquement que, selon elle, je le répète, à titre de directrice de service de renseignement des États-Unis, l'Iran n'était pas sur le point d'avoir une arme nucléaire. À 2 reprises, donc, dans les 48 dernières heures, Donald Trump l'a complètement désavouée en disant qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Ben oui, elle sait pas de quoi qu'elle parle parce qu'elle a pas le droit de voir les documents classifiés secrets, OK? Cette personne-là, elle comprend rien de la situation, mais voyons, si tu fais pas confiance à ton président, il devrait juste la mettre à la porte, on s'entend? Ça fait état, en ce qui me concerne, de sérieuses tensions, non seulement au sein du Parti républicain, mais au sein du cabinet du président. Et pour reprendre l'image ou le parallèle que Michel lançait tantôt, un n'est pas nécessairement... Du 16 juillet au 16 août, le Cirque du Soleil s'installe à l'amphithéâtre Cogeco pour un hommage à Daniel Bélanger, Les Incouchables, exclusif à Trois-Rivières. Ne manquez pas votre chance d'y assister. Achetez vos billets maintenant sur amphithéâtrecogeco.com. mutuellement exclusif par rapport à l'autre. C'est-à-dire que John Kennedy lui-même ne savait pas quoi faire au début de la crise des missiles de Cuba. Je vous soumettrai que c'est la même chose pour Donald Trump. Il ne sait pas quoi faire et il est complètement coincé, à la fois d'un point de vue de politique interne, sans même parler de l'aspect international. Je me prends 10 secondes de plus pour ajouter. Attends un peu, il sait quoi faire. Utiliser le Bunker Buster, qui est un missile spécial pour frapper la cible, qui dit qu'il sait très bien il est où, puis il a dit que ça serait en dedans de 2 semaines, juste pour brouiller les pistes, pour que pas personne sache c'est quand le moment exact qu'il va le faire. Puis en plus, il laisse le temps au monde de respirer un peu. Vraiment, il sait exactement quoi faire. Rappelez-vous que les États-Unis, c'est le pays qui a le plus de jets, le plus de bombes, le plus de tout. Okay? À point de vue militaire, il y a les meilleurs conseillers mondiaux. Ajouter que si on commence, d'un point de vue américain, en fait, ça va peut-être 20 secondes, si on commence à vraiment frapper de façon frontale le régime iranien, et surtout si on le déstabilise au point, par exemple, où il tombe, et que ça crée encore plus de chaos dans la région. Là aussi, on est dans les si, mais c'est une hypothèse très sérieuse présentement qui est devant nous. C'est pas simplement au sein ou à l'intérieur des frontières iraniennes qu'il va y avoir de plus vives tensions face à Washington. Ça va être dans l'ensemble du monde arabe. Et le président a commencé son mandat avec un voyage diplomatique qui était où, il faut le rappeler, le mois dernier, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite. Ça aussi, il l'a en tête. Donc, oui. Fait que là, il parle comme si ça pourrait être pire que ça l'est, mais c'est impossible. Écoute, quand Hamas ont détruit le mur, puis qu'ils se sont rendus dans un party en Israël, puis qu'ils ont enlevé la vie à plein de personnes, puis qu'ils sont partis faire le party dans leur ville, je pense que c'est dur d'arriver pire que ça, sincèrement. Puis surtout si le prince, il s'en vient, quand la monarchie était là, l'Iran se portait beaucoup mieux. Fait que revenir à ce régime-là, ça serait beaucoup mieux que ce qu'ils ont en ce moment. D'un côté, il veut être l'ami indéfectible d'Israël, mais à quel coût de l'autre côté? C'est un puzzle gigantesque pour lui présentement. Avec des impacts chez lui et des impacts à l'extérieur. Il dit qu'il veut être ami d'Israël, mais c'est différent. Il veut pas que l'Iran ait de nucléaire. Puis si tu regardes, Trump, ça fait longtemps, même dans les moments qu'il n'était pas président des États-Unis, il parlait que l'Iran ne doit pas avoir de bombes nucléaires. Ça n'a rien à voir avec l'Israël. Oui, Israël ont agi, puis Israël, il gagne la guerre très facilement, OK? L'Iran, ils n'ont même pas accepté de l'aide des Russes pour bâtir leur défense contre les bombes, contre les avions, puis contre les drones. Eux autres, ils ont comme ignoré cette partie-là parce que la plupart de leurs revenus, ils sont partis dans la corruption en général. Puis l'Israël, eux autres, ils ont investi pour vrai. Regarde, ils ont un dôme de fer qui fonctionne quand même très bien. Puis ils ont des missiles puis tout. C'est un tout petit pays qui gagne la guerre contre un très grand pays. Ça fait juste pas de sens. Tu vois qu'il y a de la corruption à quelque part, là. Oui, allez-y, Michel. N'oublions pas une chose, on a tous déjà joué dans ce film-là, ça s'est appelé La guerre en Irak. Exact. C'était supposé être parfait, cette histoire-là. On allait nettoyer Saddam Hussein de la place, on allait établir un bel État démocratique, tout allait bien se passer, et on allait trouver les fameuses armes de destruction massive qu'on n'a pas trouvé. On n'a pas établi un État démocratique, on a déstabilisé encore plus la région. Alors, il y a beaucoup de gens qui se souviennent, et des démocrates et des républicains, des fausses promesses de la guerre en Irak et du résultat total de ça, et qui disent, on va être
Puis là, il parle de la guerre en Irak. Il parle de quelque chose qui n'a pas rapport, qui a été fait par George W. Bush en 2001. On s'entend que de nos jours, les informations sont beaucoup plus faciles à avoir. On a des meilleurs satellites, des meilleurs espions, un meilleur réseau informatique. Qui parle de quelque chose qui s'est passé en 2001 juste pour brouiller les pistes, ça fait juste aucun sens. Être plus prudent cette fois-ci. Mais en même temps, Michel, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de mentionner. Il y en a beaucoup qui s'en souviennent, mais il y en a beaucoup qui ne s'en souviennent pas également. Et parmi les gens qui, visiblement, soit ne s'en souviennent pas... C'est arrivé pareil. Exact, ne veulent pas s'en souvenir, il y a, et ça ne s'invente pas, certaines des mêmes voix. Pas simplement leurs partisans ou des gens qui les imitent, les mêmes voix qu'on entendait il y a 22 ans, il y a 23 ans, en 2002, en 2003, qui marchaient, qui militaient dans les corridors du pouvoir à Washington pour une intervention musclée américaine au Moyen-Orient, surtout en Irak, qui sont en train de sortir littéralement les mêmes arguments aujourd'hui. Ça inclut des gens comme Lindsey Graham, le sénateur républicain de la Caroline du Sud, qui est déjà membre du Congrès à l'époque, et croyez-le ou non, Benjamin Netanyahou, qui au milieu, en fait, je devrais dire au début des années 2000, techniquement, militait aussi en coulisses à Washington, auprès de ses contacts américains, pour que l'administration républicaine de l'époque commence à renverser des régimes qui étaient hostiles à l'endroit d'Israël, à commencer par le régime irakien. Ça fait des années et des années qu'on se bat pour que les Américains finissent, et je le mets en guillemets, le travail dans la région avec le régime qui est vu comme l'ennemi numéro un, c'est-à-dire le régime iranien. La question, c'est de savoir est-ce que Donald Trump va être le président, malgré toutes ses promesses contre ça, qui... Il n'arrête pas de ramener Israël dans la situation, mais la vraie situation, c'est les bombes nucléaires que pas personne veut qu'il y ait. Écoute, c'est très bien connu que eux autres, ils crient Allahu Akbar, puis bam, dans une foule, ok? Fait que, imagine s'ils ont une bombe nucléaire, il y a des très bonnes chances que ça arrive. Écoute, ils vont juste faire ça sur une échelle plus grande, on peut juste pas les laisser faire. Israël a juste a pas rapport là-dedans, là. ironiquement, va jouer ce rôle-là. On ne le sait pas présentement. Et il l'a dit aujourd'hui, on va aller l'écouter, Donald Trump sur Netanyahou, qui était bien difficile à faire changer d'idée aussi. On va aller l'écouter, puis on revient. It's very hard to stop. When you look at it, Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. Je disais, Catherine, certains analystes qui disent que la décision que... Ils ont juste laissé un tout petit bout. Trump a expliqué des affaires très importantes dans ce discours-là, puis eux autres, ils ont juste laissé un tout petit bout là, qui est comme presque pas rapport. Écoute, oui, Israël est en train de gagner solide contre l'Iran. Solide, solide. Le problème, c'est juste qu'ils veulent pas perdre des vies inutiles en envoyant des soldats à pied. Puis ça, Trump, il dit dans cette même interview-là, là, il dit il veut pas envoyer de personnes à pied. Lui, il voudrait juste envoyer un missile puis que ça soit terminé. Si les autres veulent faire whatever qu'ils veulent, qu'ils laissent faire. Mais le but, c'est que l'affaire nucléaire se termine, puis c'est tout. Le reste, tu sais, ça serait à eux autres. Si les Iraniens pourraient faire un soulèvement, il y a beaucoup en ce moment d'attaques informatiques qui sont faites en Iran. Tu peux regarder dans les nouvelles. Il y a des hackers de l'Israël puis de d'autres pays qui rentrent dans le système informatique puis qui passent des messages pour qu'il y ait un soulèvement public des civils puis que les civils eux-mêmes ils nettoient leurs propres problèmes. Fait que si les civils rentrent là puis qu'ils font le ménage, ça va être réglé. Puis le mieux qui pourrait arriver, c'est qu'ils prennent pouvoir sur leur destinée, laissent les gens du pays prendre pouvoir sur leur destinée, puis renaître des cendres qui veulent renaître. Il doit prendre le président Trump. C'est une des plus difficiles de sa vie politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Dans le cas de M. Trump, là, il en a pris des difficiles et des difficiles, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'impact. Mais oui, effectivement, c'est énorme. En même temps, tu sais, je veux dire, le régime, en fait, les pays du G7 soutiennent Israël. Israël est financé par les États-Unis, par d'autres pays. C'est pas comme si, tu sais, oui, il y a une grosse différence en dire
on va faire partie on va avoir le mandat d'aller intervenir en Iran, mais ils ont les pieds dedans de toute façon, les États-Unis en ce moment, là. Donc, c'est pas tout blanc, tout noir. Puis je voulais revenir aussi, on parlait tout à l'heure, la fin d'un régime. On a vu ce qui s'était passé en Iran aussi, la répression sur les Iraniens. Il y a quelques années, lors d'une élection. Je veux dire, c'est pas non plus blanc ou noir, là. Si à chaque jour, on voit que des gens du régime de l'ayatollah sont éliminés, en fait, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on passe à un régime démocratique, mais pas du tout. Donc, je suis d'accord avec mes collègues quand on... Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ça soit un régime démocratique? Ça peut être un régime communiste, ça peut être la monarchie. Eux autres sont pris dans leur histoire de libéral, là. Ils veulent absolument que chacun des autres pays devienne libéral. Il n'y a aucune autre option. J'en reviens pas. On dit, tu sais, c'est beau de vendre ça, mais en réalité, c'est pas ça qui va se passer nécessairement. Puis le peuple iranien peut en payer le prix de manière gigantesque par rapport aux décisions de M. Trump, mais aussi des pays du G7 dans les prochains jours, dans les prochains... Si le prince revient puis qu'il prend le contrôle, je pense pas que les Iraniens vont en payer le prix, OK? Puis en ce moment, ils ont fait des votes, puis le monde, il aimerait tout qu'ils reviennent. Fait que c'est ça. Semaine. Et je pense que, comme l'a dit M. Trump, Israël est sûrement là pour un bon moment. Ce ne sera pas la fin des hostilités demain matin, là, c'est ce qu'on sent. Et c'est que ce n'est pas simplement l'exemple irakien, c'est l'exemple libyen, c'est l'exemple syrien, c'est l'exemple égyptien, même l'exemple tunisien, même dans peut-être le pays qui avait, et je le mets vraiment en énorme guillemets, fait meilleure figure suite au printemps arabe. Dans tous les cas, on s'est retrouvé avec soit de l'instabilité, soit dans le cas de la Libye, une guerre civile essentiellement qui s'étire depuis plus d'une décennie, sans même parler évidemment de celle qu'on a eue un peu, ils parlent des manifestations comme ça serait une guerre civile aussi, là. Je pense que eux autres sont juste... Ils disproportionnent toutes les choses qui se passent. L'instabilité, c'est quelque chose de normal, là. C'est dur de bâtir un pays, surtout quand tu as des religions qui sont très problématiques comme l'islam. Il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, qui a marié une petite fille de genre 6 ans, puis qui a consumé le mariage à 9 ans. Et regarde, ça, c'est problématique, là. Ils ont le droit de faire du mal à leurs femmes, leur couper les cheveux en public. Regarde, là. Oui, c'est problématique, puis c'est pas à cause du régime politique, c'est des histoires de religion. Horrible en Syrie, ou des régimes qui sont redevenus autoritaires d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Et encore une fois, c'est comme si collectivement, oui, il y en a qui l'ont appris, d'autres qui semblent être très, très peu enclins à accepter cette triste réalité de la région. Parce que sur le fond, Catherine a raison, c'est horriblement répressif comme régime. Il n'y a personne ici qui a la moindre fibre démocratique qui va défendre ce régime-là. La question n'est pas là. La question, elle est de savoir, une fois que vous vous mettez le bras dans le collimateur, quelle est la suite des choses? Qu'est-ce qui va arriver? Exact. Et c'est très possible que la suite soit positive, qu'il y ait un changement de régime qui est à l'avantage à la fois des Israéliens, des Américains et des partisans, de façon beaucoup plus globale, des droits de la personne. Tout comme c'est possible qu'il y ait un éventail d'autres avenues beaucoup moins roses. Ça peut pas être pire que ça l'est. C'est presque impossible. C'est presque impossible. Ça devrait être genre 80% de chance que ça soit mieux, même 99% presque. Si vous ferez des pourcentages, je suis pas mal sûr que c'est presque impossible que ça soit pire que ça l'est. La corruption est grande. Si tu regardes leur budget militaire, puis après ça, que tu regardes qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec leur budget militaire, tu vois que c'est sûr qu'il y a de la corruption. Là, ils n'ont pas de dôme de fer comme les Israéliens, là, tu sais. Ils n'ont pas de défense anti-air, puis des choses comme ça. Ça marche pas. Également. Si on revient à ce qui se passe aux États-Unis, en Californie, entre autres, la guerre entre Donald Trump et le gouverneur Newsom se poursuit. Pour ce qui est de la décision d'envoyer la garde nationale, Michel C., c'est une cour d'appel fédérale qui vient de donner raison au président Trump. Ben oui. Il vient de donner raison, mais il faut dire que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'il peut garder les soldats-là sous sa gouverne, mais la décision finale doit être prise par un tribunal supérieur, dans ce cas-ci, la Cour suprême. Donc, on a essentiellement botté le ballon là, en touche pour que ce soit les juges de la Cour suprême qui décident sur le fond.
Mais sur le timing, on ne touche pas à la situation actuelle. Donc, la garde nationale a été fédéralisée et techniquement. Ouais, Trump, il aurait juste dû envoyer encore plus de militaires pour faire le ménage plus vite. Mais je pense qu'en ce moment, les agents de ICE avec l'armée puis les policiers, ils arrêtent une couple de milliers d'immigrants illégaux par jour. Fait que c'est super bon. Il y a des places, il y a des villes là, qui ont plus que 100 000 immigrants illégaux. Il faut qu'il y ait un ménage qui se fait. Regarde, là, et si eux autres ils continuent à se fermer les yeux là-dessus, ils devraient juste pas être reporters à ce point-là. Pas sous les ordres du gouverneur Newsom, mais sous les ordres du président des États-Unis. Il faut faire vraiment la distinction parce qu'on pourrait avoir une grosse surprise dans 3 mois. Là. Oui, mais l'affrontement se poursuit. On va aller voir la publication sur X du gouverneur Newsom, justement, qui dit « Donald Trump n'est pas un roi au-dessus des lois. Nous ne laisserons pas faire cette utilisation autoritaire de soldats contre des citoyens. » M. Trump a aussi réagi. Hey, c'est pas des citoyens. Ils ont même pas leur papier, là. C'est des immigrants illégaux. Ils ne sont pas des citoyens. Le gars, il a menti. Gavin Newsom, il ment. On va l'écouter. Gavin Newsom, who's really an incompetent governor. He's just doing a terrible job between his fires, between all the houses burning down, his forest fires, and now Los Angeles. If we didn't go to Los Angeles, and the sheriff admitted it, he had no control. He would have lost control. We saved Los Angeles by having the military go in. We put out that fire, and we did a great job of it. Fait que là, il vient de dire qu'il a sauvé Los Angeles, puis même le shérif, il a admis que Trump il a aidé beaucoup au nettoyage de Los Angeles, parce que en plus des émeutes, il y a eu des feux de forêt, puis tout ça ensemble, il n'aurait jamais réussi à contrôler ça, puis surtout arrêter des immigrants illégaux. Il faisait ça très lentement avant que Trump y rentre puis qu'il fasse le ménage, sincèrement. Sued us for going in and for helping him. We went and helped him. Right now, you'd have Los Angeles burning to the ground. Largely, it would have already been destroyed. Et c'est chez vous, tout ça, Catherine? Oui, ouf. Bon, non, Donald Trump ne nous a pas sauvé des feux, puis non, Donald Trump ne nous a pas sauvé des manifestants, OK? Tout ça. Attends un peu, les manifestants, c'est des manifestants libéraux. Elle croit au mouvement libéral. Trump, lui, était censé te sauver des immigrants illégaux, pas des manifestants. Les manifestants, eux autres, ils font juste empêcher Trump de travailler. Si tu devrais être contre quelqu'un, c'est les manifestants libéraux et non Trump, que là, il est rendu qu'il faut qu'il nettoie non seulement les immigrants illégaux, mais les émeutes créées par votre gouvernement qui ne fonctionnent pas. Ça a avancé en même temps dans le cas des manifestants. Et le jugement en tant que tel, juste pour revenir là-dessus, disait, si je ne me trompe pas, qu'il n'avait pas su protéger les manifestants avaient interféré avec les autorités fédérales, puis c'est la question aussi du bâtiment fédéral. Donc, c'est sur ça que ça s'est appuyé. Les 2 juges nommés par les républicains, puis un juge nommé par l'ancien président Biden. Et on verra maintenant quand et comment va être interprété les décisions sur la garde nationale dans le futur, parce que là, on vient de briser un peu la tradition qui s'est installée. Mais oui, ici, vraiment, les gens sont terrifiés. Moi, je suis dans une région d'agriculture ici, et on voit les camions ICE un peu partout dans les villes. Arrête. Les gens sont terrifiés des émeutes, sont pas terrifiés des personnes qui les protègent, OK? Avoir des militaires, puis du monde armé, genre des policiers formés pour te protéger qui sont là, ça te met en sécurité. Le monde, ils ont peur d'avoir des émeutiers qui encerclent leurs chars, qui cassent les fenêtres puis qui les sortent. Regarde, on voit ça partout, là. Où sont situés, par exemple, des immeubles à logement abordables pour les gens qui travaillent sur les fermes. Et à l'intérieur de ça, il peut y avoir des familles où il y a des gens qui ont des papiers qui sont naturalisés, d'autres qui sont en voie de, d'autres qui sont dans le trouble. Mais bref, les champs sont assez vides ici. Les gens restent chez eux, les restaurants sont vides. Il n'y a pas de cueilleurs de fruits. Ouais, mais le problème, là, c'est que ces cueilleurs de fruits-là, ils sont même pas légaux, OK? Même les entreprises qui les embauchent devraient être pénalisés parce que, sincèrement, OK, c'est des fermiers, on a besoin de fermiers, mais eux autres, ils veulent pouvoir sous-payer des gens pour faire plus d'argent au bout de la ligne,
ça devrait d'être vu comme quelque chose d'illégal. Ces maîtres d'entreprise-là, ils font pas ça comme il faut. Puis en plus de ça, ils bénéficient de quelque chose que les autres qui sont honnêtes, ils bénéficient pas. Fait que ça leur donne un avantage sur les autres. Non, non, non. T'as pas le droit de faire quelque chose d'illégal qui te donne un avantage sur les autres. Puis après ça, d'être défendu par des systèmes de nouvelles comme ça fait juste aucun sens. Et il y a beaucoup, beaucoup de peur. En même temps, c'est ce qu'il a dit qu'il De allait peur. faire. Il a dit ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des personnes illégales, criminelles, c'est une chose, mais en même temps, là, ce qu'il dit, c'est qu'il fait le ménage pour régulariser la situation. Mais on est loin d'un amnistie comme Ronald Reagan l'avait fait en disant, ben oui, on a laissé entrer, on a donné des soins, on a donné des permis de conduire à des personnes de la communauté hispanique. Et maintenant, on décide de les régulariser. C'est pas comme ça que ça se passe du tout, là. C'est vraiment des raids dans des stationnements et c'est des interventions dans des logements, encore une fois, sur des fermes, etc. Donc, beaucoup d'inquiétudes ici dans le... Ah ouais, ils débarquent quelque part puis ils arrêtent les gens. Si les gens ils se défendent pas, ils vont pas se faire mal à rien. Ils vont juste le prendre puis OK, on va te ramener dans ton pays gentiment. Ils sont chanceux justement que ils se fassent prendre comme ça puis ramener dans leur pays. Écoute, ils sont même pas obligés de payer le ticket par eux-mêmes ou whatever. Hey, c'est un retour gratuit dans ton pays. Pendant que tu as pu abuser du manque de loi pendant longtemps, ils en ont abusé là, de ça, là, vraiment, puis c'est en train de détruire les États-Unis, carrément. dans le sud de la Californie. C'est en train de détruire le Canada. Oui, en fait, c'est intéressant. J'ai assez peu l'habitude de faire dans l'anecdotique et dans les histoires personnelles, mais il y a un peu moins d'une semaine, j'avais le grand plaisir de souper avec des amis, d'excellents amis, un couple d'amis qui habitent maintenant la région de Los Angeles, un petit peu comme Catherine, la région de Culver City. Et la femme travaille au centre-ville de Los Angeles. Et ce qu'elle me disait, elle, c'est que ce qu'on voit à la télévision depuis maintenant, en fait, un peu plus d'une semaine, c'est vraiment une déformation de ce qui se passe lorsqu'on regarde l'ensemble de la ville. Donc, lorsque Donald Trump parle de sauver la ville entière, ce qu'elle disait, ça vaut ce que ça vaut. Et je devrais noter au passage que tous les deux sont de très farouches partisans démocrates, mais dans tous les cas, elle disait que c'était vraiment limité pour ce qui est vraiment des débordements à quelques... Attends un peu. Oui, les émeutes sont juste dans des petites parties de la ville, mais les immigrants illégaux sont partout. Son but, lui, c'est d'enlever les immigrants illégaux, pas d'arrêter les émeutes. Oui, les émeutes, il faut qu'ils jouent avec un peu, mais... Puis oui, les médias, comme eux, comme TVA Nouvelles, ils montrent tout le temps des images des mêmes émeutes d'un angle différent. Mais la réalité, c'est les immigrants illégaux. On dirait qu'ils l'oublient, cette partie-là. Ils n'en parlent jamais. Quelques pâtés de maison. Pas que c'est pas important, mais ça mérite d'être contextualisé. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour le jugement. De l'autre côté, pour M. Trump, c'est quand même une victoire qui n'est pas banale dans un contexte où, comme Catherine le mentionnait, il y avait un des 3 juges qui ont statué à l'unanimité en sa faveur, essentiellement, qui avait été nommé par M. Biden. Évidemment, on verra la suite des choses. Oui. Mais je vous soumettrais que la question des débordements, des émeutes présentement, à la fois politiquement, socialement et économiquement, ça risque de devenir secondaire par rapport à la question beaucoup plus fondamentale à laquelle Donald Trump va devoir répondre et sur laquelle il tergiverse depuis les dernières semaines, c'est-à-dire jusqu'où exactement je vais pour respecter mes engagements de campagne électorale. Parce que surtout lorsqu'il est question du secteur agroalimentaire, le fait d'appliquer à la lettre ce qu'il a promis de faire, ça va venir. Et ça vient déjà avec beaucoup de gens qui souffrent dans son coup. Et là, je ne parle pas simplement d'immigrants ou de familles, de membres de familles d'immigrants. Je parle d'acteurs économiques dans des régions, justement, comme le sud de la Californie, qui disent « Si vous faites ça, ça va nous faire extrêmement mal. » Donc, c'est un calcul qui, là non plus, n'est pas évident. Écoute, ces fermiers-là, ils agissent de façon illégale. Moi, j'ai pas le droit là, d'aller puis de vendre n'importe quoi dans la rue sans payer de taxes. OK? Si j'ai des employés qui travaillent pour moi puis qui travaillent au noir, c'est pas légal, puis je vais avoir des problèmes avec le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'eux autres, ils défendent les gens qui travaillent au noir? J'en reviens même pas. Pour le président. Ils ont besoin de ces travailleurs. Non, il y a un manque. Ben c'est ça, il y a un manque de main-d'œuvre, mais il a dit aussi qu'il allait faire quelque chose. Il avait annoncé qu'il ferait Il y a un manque de main-d'œuvre partout, la grande. Ils vont juste avoir à payer mieux leurs gens s'ils veulent pouvoir avoir de la main-d'œuvre. That's it. Ça veut dire qu'ils sous-payent les gens s'il y a un manque de main-d'œuvre. Début de semaine, puis là, ça s'est perdu un peu dans les rangs. Mais on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose pour normaliser, ou je ne sais pas comment le dire, là, les travailleurs sur les fermes ne peuvent pas se mettre à dos les fermiers, c'est évident.
Michel, je sais que vous êtes un amateur de baseball, puis ça s'est même rendu dans un match des Dodgers, hein, parce qu'il y avait un match, puis les gens de ICE, là, finalement, les agents de ces services d'immigration-là, voulaient se rendre dans le stationnement, puis les Dodgers, qui sont propriétaires du stade, ont dit non, vous n'allez pas entrer ici, là. Oui. Il y a deux versions là-dessus. Il y a la version qui dit ICE a essayé de rentrer Manu Militari à Chavez Ravine, le stade des Dodgers. C'est effrayant et tout ça. Il y a la version du gouvernement qui dit on avait des autos dans leur parking dont une était défectueuse et on voulait les revoir tout simplement. J'ai entendu les deux, je n'étais pas là. Les Dodgers ont gagné, ça je peux vous dire ça, mais je ne sais pas qui de ICE ou des gardiens de parking des Dodgers ont gagné. Bon, ben, si tu le sais pas, tu devrais juste pas en parler. Au moins, il dit que je le sais pas, il est assez honnête pour ça. Mais on s'entend que la deuxième hypothèse, il y a bien plus de chances qu'elle soit vraie. J'aimerais qu'on termine sur un sujet qui est un peu moins rigolo que le baseball. C'est en fait cette violence politique aux États-Unis. On a été témoins de cette... Beaucoup de violence politique de la part des libérales qui vont faire des émeutes dans les rues sans arrêt, bloquer le trafic. Ça, on en voit beaucoup de violence politique de des gens comme Just Stop Oil, puis des affaires comme ça, qui arrêtent pas de bloquer la rue, briser des peintures, briser des affaires. Là, il y a des émeutes, les gens, ils brisent des affaires en ciment, puis ils lancent ça aux policiers. Je pense que la violence politique, elle vient surtout des libérales et non des conservateurs en ce moment. Cet assassinat en fin de semaine, une élue démocrate, son mari du Minnesota. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette recrudescence de violence politique? Ah, puis tu regardes ça, Trump, il y a eu deux tentatives d'assassinat sur Trump. Fait que la violence politique, encore une fois, est contre les conservateurs. Pense-y, là. Aux États-Unis, Raphaël? Oui, dans la mesure où... Et c'est là que ça devient nuancé. Je crois le portrait qu'on doit faire. Oui, c'est un cas sur un pays qui est extrêmement vaste, de plus de 300 millions de personnes, mais c'est que c'est pas le seul cas non plus. Quand on parle des dernières années, la liste, elle est très, très longue. Je l'ai fait il y a quelques jours en nom, je ne vais pas la refaire. Mais oui, c'est inacceptable d'un point de vue démocratique, évidemment. Michel? Le problème, là, c'est que c'est pas vrai que la rhétorique inflammatoire qu'utilise M. Trump et plusieurs de ses amis et certains médias aussi n'a pas d'effet à un moment donné. Il faut vraiment que le ton baisse, puis le ton n'est pas en train de baisser. Et quand M. Trump... Pourquoi qu'il faudrait que le ton baisse? Moi, je voudrais juste que le ton y augmente. Écoute, s'il pourrait mettre encore plus de militaires et de policiers pour arrêter le plus possible d'immigrants illégaux, ben c'est juste bon, ben, augmente-le le ton. S'il y a plus de crimes, arrête les criminels. Trump dit « J'ai sauvé la ville de Los Angeles à moi tout seul ouais. C'est ça qui... Je ne dis pas que ça amène des assassinats politiques, là, mais ça contribue à rendre l'atmosphère toxique et il faut que ça arrête d'une façon ou d'une autre. Puis, ce qui contribue à rendre l'atmosphère toxique, c'est des gens comme TVA Nouvelles qui font juste envoyer de la désinformation à tout le monde juste parce qu'ils n'aiment pas Trump. Moi, là, je suis neutre, OK? Je suis pas libéral, je suis pas conservateur, mais écoute, en ce moment, là, si je regarde les conservateurs, ils ont quand même une façon d'agir. Moi, si je suis chrétien, je devrais être un petit peu plus conservateur parce que eux autres, ils ont plus des pensées chrétiennes, on pourrait dire. Puis, moi, je regarde Trump d'un œil neutre. Ce gars-là, il a l'air de faire qu'est-ce qu'il faut pour rendre l'Amérique encore plus puissante puis encore plus bonne. L'Amérique s'en allait en piquant du nez, puis maintenant l'Amérique, il remonte, là, c'est super bon. Si tu penses que Trump il fait pas les bonnes choses, c'est sûrement parce que tu écoutes juste des médias libéraux comme ça. Il faut que tu regardes les deux côtés de la médaille. Regarde, moi en ce moment, là, je suis en train de regarder TVA Nouvelles. Après ça, je vais regarder un autre conservateur, un autre libéral, puis je vais voir l'aperçu global de la chose. Eux autres, ça se voit très bien dans leurs discours qui sont nourris par du libéral sans arrêt, qui font aucune recherche sur les pensées de personne d'autre. Ça n'a aucun sens. Ils ne devraient pas réussir à trouver du travail dans ces milieux-là parce que c'est vraiment pas bon pour le monde en général.
On dit souvent la présidence, on dit en anglais, c'est de bully pulpit. C'est l'endroit d'où on peut lancer les plus grands messages. Il faudrait peut-être que M. Trump se calme un peu et envoie des messages plus pacifiques plutôt qu'incendiaires. Ça polarise, Catherine? Il n'y a pas que M. Trump. Oui, je suis d'accord avec Michel, mais de l'autre côté, les démocrates, autour de la décision de la speaker de la Chambre, qui s'est fait assassiner, les démocrates disaient des choses comme, par exemple, cette représentante qui est née au Brésil, qui a dit « C'est comme si vous laissiez à mourir 17 000 personnes ». Alors, on alimente la discussion avec des propos qui sont très graves et qui mettent au pied du mur une femme, cette speaker, qui a décidé de voter pour faire passer le budget contre son gré, si on veut, de dire je vais voter pour enlever le Minnesota Care aux personnes qui sont des sans-papiers. Finalement, c'était ça, là. Et elle a voté contre son gré, elle était presque en pleurs à la télé, etc. Donc, je pense que des deux côtés, on tire des choses, on utilise des mots qui sont graves, et ça donne une tendance d'une arène politique qui ne respecte pas la dignité, qui s'en va dans des propos qui sont trop extrêmes. Et à la fin de la journée, moi, il n'y a rien d'extrême d'en prendre quelqu'un qui n'a pas de papier puis de le renvoyer dans son pays. Sincèrement, on s'entend, là. Regarde. Je trouve que c'est complètement inacceptable. Deuxièmement, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces... On en parle beaucoup trop. C'est peut-être un lone wolf, là, mais le fond est là quand même, qui a tenté d'assassiner 2 autres personnes, qui en a assassiné 2. Je pense qu'on n'est pas à Vladivostok, là, quand même. Moi, je suis vraiment... je trouve ça complètement bouleversant. Michel, Trump aussi, il y a des tentatives d'assassinat sur lui, mais voyons. Catherine, Raphaël, c'est tout le temps qu'on a. Je veux vous remercier pour cette belle saison. On va se reprendre, tiens, Raphaël. Ne vous inquiétez pas. 5 secondes. Oubliez les Dodgers, go Phillies, grosse série en fin de semaine face aux Mets. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'en sac, gros. Merci, salut. Merci. Tu devrais aller, à la place d'aller écouter des émissions de baseball puis tout ça, il devrait aller se renseigner pour avoir des meilleures sources. Au revoir.